Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour ce temps à la fois d'information et d'échange qui vise à la fois à vous faire un retour sur l'enquête que j'ai réalisée durant l'été sur la situation du commerce indépendant en m'appuyant sur les témoignages et les données recueillies auprès de commerçants de tout secteur de la circonscription et à dresser également un petit bilan des mesures prises par les pouvoirs publics depuis le début du mandat pour soutenir les commerçants, à la fois avant le confinement, pendant le confinement, après le confinement, et puis à échanger aussi, ça m'intéresse beaucoup, sur les perspectives du commerce en France et puis les débats qui traversent, ils sont importants ces débats, notre pays sur ce sujet. Alors, le commerce indépendant, c'est un poids économique absolument considérable. Le seul commerce indépendant, c'est 1,3 million d'emplois en France et 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais je crois que bien plus que des chiffres, il y a derrière, et vous le savez, vous commerçants qui êtes ici, il y a des valeurs d'engagement, il y a des valeurs de transmission, il y a des valeurs de travail bien fait, et il y a un rôle considérable dans la formation et l'apprentissage également des jeunes. Et puis, il y a cette proximité qui est indispensable à la vitalité, à l'animation de nos territoires. Et également, je pense que les élus qui sont ici le savent bien. Alors, nous avons adopté un certain nombre de mesures depuis le début du mandat pour tenter de donner un peu d'oxygène à ces commerces, à travers notamment de la baisse de charges sociales, fiscales, et un certain nombre de simplifications également qui ont été permises par la loi Pacte. On y reviendra très brièvement. Il y a eu les dispositifs de soutien votés pendant la crise, en plein cœur de la crise, qui ont été massifs. Je crois que c'était en Europe, c'est le pays qui a le plus finalement soutenu les entreprises à travers 4 grands dispositifs. Et j'ai été très sollicité au cœur de la crise sanitaire par beaucoup de situations individuelles de commerçants. Et ça a été précieux pour moi dans un travail quasi quotidien de relation avec le ministre Bruno Le Maire, ses équipes, puisqu'on a pu, en fait, grâce à vos retours de terrain aussi, ajuster. Sylvie est là, je sais, m'a engueulé plusieurs fois. Sylvie Orsier, présidente d'une association de commerçants à Caen. Et je pense que tout ça, ça a été très, très, très précieux dans ce travail parlementaire, finalement, qui consiste à faire aussi le lien entre un gouvernement, un exécutif, et puis une situation de terrain. Alors, je voudrais donc aussi profiter de votre présence ce soir, les élus à travers leur connaissance fine du territoire, et puis les commerçants à travers finalement l'expertise, l'expérience parfois forte de leur métier, pour partager avec vous ce qui est mis à l'agenda parlementaire et ce qui pourrait être mis à cet agenda parlementaire, pour essayer d'aller au-delà de l'existant dans le soutien au commerce, que ce soit en matière de lutte contre les nouvelles formes de concurrence, que ce soit en matière de transition numérique, que ce soit en matière de simplification administrative, je pense qu'il faut toujours aller plus loin dans ce domaine-là, ou de promotion du commerce de proximité dans les territoires. Alors, je me livre vraiment à cet exercice avec l'humilité de quelqu'un qui n'a pas de passé commerçant. Je n'ai pas grandi dans une famille commerçante non plus. J'ai grandi à quelques pas d'ici, on est rue du Viquet, moi j'habitais rue du Viquet. D'ailleurs, mon chien est mort ici, monsieur le maire, dans cette ferme quand elle n'était qu'une vieille ferme, dans une fosse à purin. Donc il y a une grande charge émotive ce soir pour moi à être au milieu de vous ici. Mais maintenant, c'est devenu un lieu extrêmement solennel et presque impressionnant pour moi de me retrouver ici. Mais trêve de plaisanterie, en tant qu'aussi citoyen, moi je ne me résous pas à imaginer un monde demain, y compris pour mes enfants, qui serait un monde de grands entrepôts logistiques un peu partout, avec des livraisons en moins de 30 minutes par drone, de colis de toutes sortes. C'est pas ce monde-là que j'ai envie j'ai pas envie de participer à ça. Et c'est un vrai sujet parce que ça correspond à une vision d'un certain nombre de grands capitaines d'industrie dans le monde. Et donc, là aussi, je pense que ces débats-là, on doit les avoir à tous les niveaux de la société. Et puis, j'ai aussi
conscience, aussi en tant que citoyen, de tout ce que les commerçants ont subi depuis des décennies et puis depuis un certain nombre d'années. Le foisonnement des projets commerciaux en périphérie des villes, le développement considérable, on verra quelques chiffres du e-commerce, les mouvements sociaux ont quand même été assez virulents ces derniers temps, et puis cette crise sanitaire absolument inédite que vous avez connue, et tout ça s'est enchaîné. Et tous ces éléments ont fragilisé forcément l'activité commerçante et parfois c'était conjugué à des périodes de travaux dans certaines collectivités qui sont indispensables pour justement après permettre de mieux fluidifier les passages. Mais voilà, ça a pu être extrêmement compliqué du fait de la conjonction de tout ça. Donc dernier mot dans cette introduction pour remercier les maires présents qui m'ont aidé à diffuser l'enquête, les associations de commerçants, les commerçants eux-mêmes aussi qui ont parfois transmis le questionnaire à certains collègues, remercier les services de l'État, la préfecture, la direction départementale des finances publiques, ce qui ont été vraiment des transmetteurs de données précises et chiffrées, et puis vous tous aussi d'être ici. Alors on démarre avec on a structuré un peu les choses en 5 parties. Rassurez-vous, ça va quand même assez vite. Avec d'abord quelques données chiffrées, quelques constats, quelques tendances, je pense qu'on peut partager et qui sont partagées d'ailleurs par les acteurs du commerce depuis assez longtemps. Dans une deuxième partie, ce que l'État a mis en œuvre pendant la crise sanitaire, et puis de regarder un petit peu ce que ça représentait dans le Calvados, parce que, quand on regarde les chiffres, c'est quand même assez vertigineux. La troisième partie, les résultats de l'enquête, la façon dont les commerçants se sont appropriés ces dispositifs, les ont évalués, et comment ça a été pour eux déterminant ou pas dans la poursuite de leur activité, et puis comment se passe la reprise aussi, et puis également des questions plus ouvertes sur ce qui a pu manquer ou ce qu'il faudrait vraiment, ce sur quoi il faudrait insister dans l'avenir. Alors, première partie, quelques données. Alors, première chose, moi j'ai voulu rappeler ici, c'est dans les centres-villes, des villes moyennes, il y a 80 000 commerces en France à peu près, et 70% sont indépendants. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience que le commerce est avant tout, et pour beaucoup, un commerce indépendant. On l'a dit tout à l'heure, 1,3 million d'emplois, 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pendant la première semaine du confinement, la moitié de ces commerces ont réalisé moins de la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc on a vu l'impact immédiat en fait, de la crise sanitaire, du confinement sur l'ensemble ou presque des secteurs. Autre chose que j'ai voulu rappeler ici, parce que les chiffres sont éloquents, le commerce physique emploie 2 à 3 fois moins de salariés que le commerce électronique. Et le commerce physique étant par nature localisable, eh bien, il constitue la base de nombreux impôts, taxes foncières, taxes d'aménagement, cotisations sur la valeur ajoutée, taxes sur les dépenses de publicité notamment. Donc c'est une ressource aussi pour les différentes strates de collectivités qui sont absolument primordiales. Autre diapo, merci Myriam, je m'anticipe. Les progrès technologiques ainsi que les clients sont ultra connectés, sont de plus en plus exigeants, c'est des tendances de fond et en fait font que le commerce de proximité doit se transformer, doit muter. On a une concurrence de la grande distribution qui reste vive, même s'il y a de plus en plus de signaux comme quoi ce modèle-là est peut-être en train de s'essouffler. Parce qu'il y a quand même, oui, on l'a vu pendant le confinement, des nouvelles aspirations sociétales à se retrouver plus dans son quartier. Avec moi le premier, en fait, je dois avouer que j'ai découvert, en fait, vraiment,
j'ai pu parler, on avait plus de temps, des commerçants de proximité de mon quartier. Je suis dans le quartier Beaulieu. Et donc là, j'ai changé mon mode de consommation très clairement. Et je pense que beaucoup y ont vu un acte de consommation plus agréable, avec plus de sens aussi. L'attractivité des centres-villes est un défi majeur pour les politiques locales. On le voit, on l'a vu, hein, Catherine, tu es là, tu le sais bien, dans les campagnes électorales, ça a été quelque chose au cœur de vos sujets. L'émergence d'un commerce, alors ça c'est un néologisme phygital, une fusion qui est en train de s'opérer, même si elle est encore timide, entre des activités digitales et des activités physiques, mais ça correspond aussi à des aspirations, notamment des plus jeunes générations. Et puis une conjoncture macroéconomique qui a encouragé une vigilance par rapport aux questions de pouvoir d'achat. Et je pense que quand on a vu l'épargne des Français, de ceux qui pouvaient, il y en avait beaucoup, exploser littéralement. L'épargne en France a explosé pendant la période de confinement. Beaucoup avaient la chance d'avoir 100% de leur traitement et avaient consommé moins. Et donc un des enjeux aussi aujourd'hui, c'est comment orienter cette épargne vers une activité productive, vers le commerce, vers finalement un essor économique. Le e-commerce, on l'a mentionné, véritable concurrent, 9,1% du commerce de détail en 2018, mais ça monte tout le temps. 67%, je pense qu'on est tous dans la salle des cyberacheteurs, on a tous au moins une fois, sauf peut-être qu'il y a des puristes, mais bravo, parce que c'est compliqué de s'en passer aujourd'hui. Croissance des achats en ligne de 10 à 15% par an, 10 à 15% par an, c'est aussi des chiffres considérables. Et puis un chiffre d'affaires du e-commerce qui atteint 92,6 milliards d'euros en 2018 et on a dû dépasser très largement ce chiffre, le dernier connu à ma connaissance. Alors, on sent, diapo suivante, une certaine mobilisation, notamment d'élus ou de citoyens ou d'associations contre le modèle, on va dire le modèle Amazon, le modèle Jeff Bezos. Et ça, on est peut-être au début d'un vrai sujet de crispation et de débat sur ces questions de ce modèle et de la façon dont il faut le freiner ou, pour certains, l'encourager. La fiscalité du commerce repose principalement sur les bénéfices et sur le foncier, donc ce qui s'oppose finalement à la fiscalité du numérique, qui n'a par définition pas de surface commerciale et qui délocalise parfois ses bénéfices. Commerce physique qui perd en moyenne 5% de chiffre d'affaires chaque année. La conséquence de tout cela, vous la connaissez, c'est que ce qu'on appelle le taux de vacances des commerces a progressé assez fortement entre 2012 et 2018 en moyenne, ça c'est la moyenne française. 7,2% en 2012, c'est passé à 11,9% en 2018. Ça a un petit peu ralenti ces 2 dernières années. On le voit d'ailleurs dans la diapo suivante sur Caen. Sur Caen, on a un taux de vacances assez faible dans le centre historique. Taux de vacances qui est passé, qui est en 2020 de 4,4% et qui a diminué ces 2 dernières années. Centre-ville. Alors on a un taux de vacances très très fort, mais qui diminue quand même dans les quartiers dits centraux. Et puis également assez significatif dans les quartiers les plus périphériques. Ça, c'est pour la ville de Caen, mais on voit soit une stabilisation, soit, en tout cas, dans notre territoire, une baisse du taux de vacances. Alors, ça, c'est avant effet Covid, bien sûr. La deuxième partie, les dispositifs de soutien de l'État, leur mise en œuvre pendant la crise sanitaire. Alors, on a eu le fonds de solidarité qui a été initié par l'État et par les régions pour prévenir, pour donner un minimum de ressources
Ça pouvait absolument pas compenser, bien sûr, la perte d'exploitation, etc. Mais un minimum de ressources aux très petites entreprises, micro-entrepreneurs, professions libérales, indépendants, soit qui avaient fait l'objet d'une fermeture administrative, soit qui avaient perdu un pourcentage significatif de leur chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, là, grâce à vos interpellations, on a eu des vifs retours à adresser au ministre, parce que dans un premier temps, la première version du texte n'était absolument pas satisfaisante, puisqu'on vous demandait en fait d'avoir perdu 70%. On a dit qu'il fallait rendre éligible beaucoup plus d'entreprises. On a eu presque 16 000 entreprises bénéficiaires dans le Calvados, pour un montant total de 50 millions d'euros. Donc ça a été quand même, je pense, un outil là extrêmement précieux. Ça a avant tout, diapo suivante, bénéficié au commerce, 9,3 millions d'euros, et à l'hébergement et la restauration, 8,1 millions d'euros dans le Calvados. Les données que je vous donne sont essentiellement des données départementales. Ça concernait, ce fonds de solidarité, essentiellement des entrepreneurs individuels, où 28% de SARL également, puis un petit peu de SAS. Donc, et ça se complétait sur ce fonds de solidarité le prêt garanti par l'État. Là, un peu moins de 5 000 entreprises en ont bénéficié, montant total 668 millions d'euros. Et le secteur du commerce, à nouveau, premier bénéficiaire du dispositif avec 25% des montants. Alors, là-dessus, la fédération, on a eu nous, avec mon équipe, une dizaine de cas de sujets compliqués, où au début, il y avait certaines enseignes bancaires, pas les citer, mais qui ne jouaient pas bien le jeu. Et il y a eu un vrai rappel à l'ordre de la fédération bancaire. Et là, les choses se sont quand même débloquées. Nous, on a eu affaire au médiateur du crédit pour un peu soutenir un certain nombre de commerçants qui avaient eu du mal à obtenir leur PGE. Mais finalement, contrairement au secteur des assurances, qui a beaucoup moins joué le jeu, le secteur bancaire, et contrairement à 2008, à la crise précédente, a été vraiment... il y a toujours des exceptions, mais un soutien réel des commerçants. Gros dispositif, et à l'échelle nationale, on a les chiffres, la Commission des finances nous a donné les chiffres, le Calvados, c'est un des départements qui, en pourcentage de sa population, a le plus utilisé le dispositif du chômage partiel, ou de l'activité partielle pour être plus positif. Ça a concerné quasiment 150 000 salariés dans le Calvados. Dans le Calvados, il y a 250 000 salariés. 150 000 ont été bénéficiaires, si on peut le dire ainsi, du chômage partiel, et ça a concerné 15 054 entreprises. 15 054, c'est en gros un tiers des entreprises du Calvados qui a eu recours à ce... Et comme il y en a des grandes, ça concerne beaucoup, au final, de salariés. Et puis, dernier dispositif, le report de charges, alors de charges fiscales, de charges sociales, avec report qui a pu être transformé en exonération pour un certain nombre de secteurs, les secteurs administrativement fermés, et qui également, vous voyez, report d'échéance sociale, ça a quand même été une aide, là, il faut rembourser quand c'est un report, mais c'est quand même une aide à la trésor pour tenir, quoi, de quasiment 100 millions d'euros dans le Calvados. Alors, sur l'enquête. Sur l'enquête, troisième partie. Ça va, je ne vais pas trop vite. C'est bon, le rythme. Alors, l'objectif, c'était de collecter l'avis de commerçants, tout secteur, sur ces dispositifs, sur leur utilisation, sur leur efficacité. Est-ce que ça a été déterminant ou pas dans la poursuite de l'activité ? D'identifier le ou les dispositifs qui auraient manqué, et puis de collecter un certain nombre de ressentis ou de propositions. Le questionnaire, vous l'avez, il est très simple, il tient sur une page, il se remplit rapidement. Certains ont été plus prolixes dans leurs réponses, mais voilà, il pouvait se remplir rapidement, et c'était un peu l'objectif aussi qu'on s'était fixé.
Donc, possibilité de répondre anonymement, peu s'en sont d'ailleurs saisis, mais il faut toujours la donner. Et puis une diffusion, je le disais, par différents canaux. Donc des visites de terrain chez les commerçants, j'en ai vu à peu près 250 physiquement. Et puis via le soutien donc, des associations, des élus, des maires, qui m'ont aidé aussi à la diffusion de cette enquête. J'ai reçu 75 questionnaires exploitables, c'est-à-dire remplis entièrement et correctement et sans erreur apparente. C'est plutôt un bon taux de retour. Moi, j'étais chercheur à l'université. Quand on a 75 questionnaires sur 250, plus on va dire 50 ou 100 qui ont pu être diffusés autrement, c'est plutôt un bon taux de retour. Mais en même temps, ce que je vous donne là, ça ne peut pas être des résultats scientifiques. C'est-à-dire que c'est plutôt des choses un peu de factuelles qui sont intéressantes pour s'imprégner d'une situation et qui peuvent suffire, je pense. Donc, nature de l'activité, on en a cité quelques-unes, mais vous êtes, il y avait vraiment toutes sortes d'activités. Quand j'ai compris à un moment que les bouchers avaient extrêmement bien travaillé, qu'ils avaient gagné de 40 à 60% de leur chiffre d'affaires pendant le confinement, j'ai pas trop insisté. Mais c'est vrai que beaucoup de gens avaient envie de se faire des côtes de bœuf pendant le confinement, et donc ils ont très bien travaillé. Après, c'est retombé quand même. Mais ils ont gardé un petit flux supplémentaire. Ils étaient très très contents, les bouchers, très très contents de la situation. On ne peut pas leur en vouloir. Et puis l'implantation géographique, alors moi c'est une circonscription, tout le monde ne connaît pas les cartes électorales. Moi j'ai les 2 tiers ouest de Caen et puis 28 communes autour de Caen, Saint-Comté, Tuému, ça va jusqu'à Tilly-sur-Seul. Voilà, donc des physionomies aussi de territoires assez différentes, et c'était aussi intéressant, et je me suis un peu focalisé aussi sur ces territoires. Alors, les résultats de l'enquête proprement dit, évidemment, forcément, c'est surtout des toutes petites entités, c'est-à-dire soit des gens qui travaillent seuls ou en couple, ou 0, 1 salarié, c'est vraiment ou 2 parfois. Et puis quelques-unes un peu de taille supérieure, et vraisemblablement avec aussi d'autres problématiques. Il y a des problématiques qui sont liées à la taille. Les dispositifs de soutien sollicités, eh bien on voit en fait qu'ils ont été tous très utilisés, surtout le fonds de solidarité, 66% quasiment d'utilisation du fonds. Le chômage partiel, presque 50% des entreprises qui ont répondu l'ont utilisé. Le report ou l'exonération d'échéances sociales ou fiscales, un grand 50%. Et puis le PGE un peu moins. PGE, il y a eu une vigilance, mais qui se comprend. Attention, c'est un endettement supplémentaire, il va falloir rembourser, même s'il y aura des facilités, etc. Il n'empêche que c'est un poids pour l'avenir, qui n'est pas forcément facile. Si on peut s'en passer, on s'en passe, quoi. Et donc là, mais il n'empêche que quand même un tiers des entreprises l'ont utilisé. Sur la façon dont ça a été vécu, l'activité partielle, il y a un taux de satisfaction qui est assez énorme, 80% entre les satisfaisants et les très satisfaisants sur l'activité partielle. Donc je pense que malgré le fait que pour la première fois on utilise ce dispositif-là, il faut créer des codes, etc., finalement les services de l'État ont vraiment été, je pense, d'un accompagnement exemplaire pour aider les entreprises à recourir à cela. Le fonds de solidarité, ils sont tous jugés au-delà après de 50% quand on cumule satisfaisant et très satisfaisant. Il y a le PGE où il y a un taux de très décevant de quasiment 12%. Je pense que c'est les entreprises qui ont eu vraiment des difficultés relationnelles avec leurs banquiers, notamment en démarrage de processus. Le report ou exonération d'échéance, le report, on entendait souvent ça, ce n'est qu'un report. Il va falloir rembourser selon quelle modalité, les choses n'étaient pas forcément complètement claires aussi au départ. Et puis le fonds de solidarité
qui a pu être jugé insuffisant dans certaines activités, même s'il y avait un second volet régional dont l'ouverture a été assouplie, qui pouvait permettre à certaines structures d'obtenir 5 voire 10 000 euros supplémentaires. Alors, est-ce qu'ils ont été déterminants dans la poursuite de l'activité? Là, c'est massif. Hein. Là, on atteint 64% de commerçants qui répondent oui, il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu ça. On risquait de mettre la clé sous la porte. Et donc, ça, c'est quand même très rassurant pour un législateur, vous voyez, parce que derrière, il y a quand même des milliards qu'on vote dans la Commission des finances. Et d'avoir ce retour-là aussi, de se dire, c'est pas rien. Il y a de l'endettement public derrière. On n'a pas voulu augmenter les impôts pour compenser tout ça, etc. Donc, il y a là aussi un résultat qui est particulièrement intéressant. Certains considèrent que ça n'a pas été déterminant. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils s'en sont sortis sans les dispositifs ou en les utilisant que très partiellement. Donc, en tout cas, je pense que ce résultat est particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a manqué dans le plan de soutien? Là, c'est un échantillon de réponses, mais qui, quand il y en a eu plusieurs du même tonneau, on les a regroupés. Malgré la réouverture, ça reste très compliqué. Il faudrait maintenir le fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année. L'exonération des charges est préférée, bien sûr, au report. Charges au sens large, hein, parce que certains y mettaient les loyers, considéraient que la TVA aurait pu être un levier à actionner, la baisse de la TVA. On y reviendra peut-être, mais je trouve, ça peut être très très compliqué, et pas compliqué sur le plan technique, hein, compliqué sur le plan économique. Les cotisations et contributions sociales et les charges patronales, bien sûr. Certains auraient voulu un meilleur accompagnement pour la mise en place des mesures sanitaires. Là, je pense que l'État, au départ, tout le monde était un peu paumé, certes, mais il y a eu des messages contradictoires sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y en a toujours, hein, et il y en a encore maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait des commerçants qui ne savaient pas comment faire vis-à-vis des clients, vis-à-vis des salariés, etc. Et on les comprend parce que c'était le grand brouillard quand même dans les messages publics qui ont pu être adressés à ce moment-là à ceux qui avaient une activité économique. Peu d'engagement observé de la part des assurances, ça c'est revenu beaucoup. Même si certains ont pu obtenir de leur compagnie d'assurance des montants assez significatifs, hein, je pense que Lydie, vous avez eu par votre assurance quelque chose d'assez inattendu, vous m'aviez dit ça, mais toutes les compagnies n'ont pas joué ce jeu-là, et certains ont eu de vrais déconvenus. Et puis un soutien aux entreprises nouvellement créées. C'est vrai que dans les premières versions du Fonds de solidarité notamment, il y avait ce qu'on appelle vulgairement un trou dans la raquette. C'est-à-dire que les entreprises qui avaient été créées juste avant le confinement, ils n'avaient pas leur référence temporelle de chiffre d'affaires sur 2019 et donc c'était compliqué en fait de les rendre éligibles puisque c'était par rapport à un chiffre d'affaires moyen constaté en 2019. Donc ça c'est ce qui a été remonté. Je suis à combien de temps là? Ça fait à peine 20 minutes. Bon, ça devrait tenir dans les 30 alors. Si vous aviez la possibilité de prendre une mesure pour soutenir les petits commerces, quelle serait-elle? Alors là, souvent on revient poursuivre la baisse des prélèvements obligatoires, hein, qu'ils soient impôts, charges, taxes, baisse de la TVA, c'est revenu souvent. Agir sur le niveau des loyers commerciaux, ça aussi c'est revenu alors, principalement sur Caen. Quand même, moi j'entends depuis très longtemps. Et il y a une initiative de la ville qui me paraît extrêmement intéressante par rapport à ça et qui rejoint ce qui a pu être défini dans le plan de relance. On y reviendra peut-être. Le stationnement gratuit dans l'agglomération, je pense que ça, c'est des choses qui sont... c'est pas toujours facile à mettre en œuvre aussi parce que c'est des ressources et qui ensuite servent à la collectivité hein, et aux politiques publiques. La limitation du commerce en ligne et de l'essor des supermarchés.
et la poursuite de l'accès au fonds de solidarité. C'est principalement voilà, des réponses qu'on a retrouvées souvent dans les 75 réponses qu'on a pu recevoir. Dernière chose là-dessus, comment est-ce que vous jugez la reprise de votre activité? Encourageante à 57%, décevante à 25%. Alors, on s'aperçoit que dans les décevants, on a regardé ça de près hier, dans les décevants, il y a aussi les commerces qui ont connu une augmentation de leur chiffre d'affaires pendant le confinement de par leur activité et qui ont été déçus de ne pas avoir gardé leurs clients du confinement. Donc il y a ceux qui espéraient que ça allait continuer et qui ont eu quelques déconvenues par rapport à ça. Les restaurateurs présents dans la salle me disaient que ça repartait très fort. Alors c'est peut-être lié à la qualité de votre enseigne aussi, cher Grégoire, mais faudra voir si c'est... En tout cas, on n'a pas, à ce stade-là, et on n'a pas les chiffres des redressements judiciaires, des liquidations qui se profilent, etc. Ça va arriver, on va avoir un état réel de la situation début octobre, au courant du mois d'octobre. On attend ça avec beaucoup d'appréhension, bien évidemment. Moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste parce que dans ce que j'entends, j'ai l'impression que, sauf si bien sûr on reconfinait la ville de Caen, mais on n'est pas parti pour quand même. Mais j'ai le sentiment qu'on va plutôt avoir des bonnes surprises par rapport aux scénarios les plus sombres qu'on entend parfois. Catherine, vas-y. Sur 2021. Vas-y, tu peux te... J'ai demandé à la CCI et en fait, on s'aperçoit que jusqu'au mois de mai, il n'y a même eu moins de défaillances d'entreprises. Voilà. Donc tout de suite, on attend pour la période à venir. J'ai rencontré le président du tribunal de commerce aujourd'hui et qui me disait qu'on serait plutôt sur la période fin d'année, mais premier trimestre 2021 avec les bilans. Oui. Il y a un décalage, toujours de quelques mois, évidemment. Donc, effectivement, les chiffres de mai étaient liés, parce que nous, les chiffres qu'on avait en commission des finances fin 2019, ça marchait très bien, hein, début 2020 aussi. Et donc, on sentait, on le voyait dans les chiffres du chômage aussi, qu'il y avait une machine qui marchait qui marchait mieux. Et donc, là, on va voir ce que ça donne, effectivement. On va regarder ces chiffres-là. Alors, j'ai rappelé quelques mesures qui ont été prises depuis le début de la législature. Je vais quand même aller assez vite là-dessus. Il y a eu des mesures de protection, à la fois du chef d'entreprise, de son conjoint, notamment par le fait qu'un conjoint, il y avait beaucoup de flou juridique avant entre est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il est collaborateur, est-ce qu'il est associé, et maintenant il y a en fait une option par défaut qui s'impose davantage. Sur la protection du patrimoine personnel des commerçants en simplifiant l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, une allocation chômage pour les travailleurs indépendants qui sont confrontés à une liquidation, un redressement judiciaire. C'est pas énorme, mais il n'empêche que c'est un petit filet de protection. Et je pense et ça c'était un engagement aussi, et je pense que c'était quelque chose d'attendu et qui montrait en puissance. L'allongement du congé de maternité aussi pour les commerçants, les indépendants, etc., qui a été porté à 16 semaines pour les femmes indépendantes, chefs d'entreprise ou conjointes collaboratrices. La suppression du RSI et la création d'une sécurité sociale des indépendants qui a été confiée au régime général. Tout ça, je pense, va dans le sens d'une meilleure protection. Un certain nombre d'actions pour simplifier le quotidien des chefs d'entreprise. Alors, créateur, avec un guichet unique électronique pour les formalités qui va se mettre en place à compter du 1er janvier 2021, même si la loi a été votée bien avant. La simplification des démarches administratives de création d'entreprise, avec un registre unique des entreprises. Le droit à l'erreur, ça c'est dans la loi ESSOS, c'est-à-dire que ça c'est dans les relations avec l'administration, toujours compliqué. Les entreprises de bonne foi peuvent se tromper dans leurs déclarations sans risquer une sanction dès le premier manquement. Le droit au contrôle, ça paraît être du bon sens, mais quand on a un doute sur est-ce qu'on est en conformité avec la réglementation, on peut demander à être contrôlé.
Et ça, ensuite, ça nous protège si effectivement on met en place les choses. Bon, c'est des choses assez simples, mais qui manquaient un peu dans le droit et qui ont été mises en place. Une meilleure rémunération du travail. Alors, il y a encore beaucoup de taux de non-recours, mais l'élargissement de la prime d'activité à compter de début 2019 concerne aussi les indépendants, les commerçants qui ont des tout petits revenus. Par exemple, une personne seule qui est commerçante et qui ne se verse pas, qui se verse 1 500 € net, peut accéder à la prime d'activité qui va compléter son revenu. Ça ne concerne pas simplement que les salariés. Une baisse des cotisations sociales et patronales. Depuis le 1er octobre 2019, il n'y a plus de charges générales pour un salarié embauché au niveau du SMIC. C'est-à-dire, pour les entreprises de moins de 11 salariés, les cotisations patronales représentent désormais 2,84% du salaire brut. Et le taux normal, classique, c'est 39,23% en l'absence d'allègement. Donc 2,34% pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc ça a été une baisse aussi assez sensible pour les commerces qui embauchent ou qui ont des salariés. Et puis aussi la baisse de l'impôt sur le revenu, parce que ça concerne un peu tout le monde. Il y a eu 5 milliards d'euros cette année, la tranche à 14% a été supprimée, devenue une tranche à 11%. Ça a fait 5 milliards sur le budget de l'État, ça a fait 300 € en moyenne par foyer, et ça concerne donc aussi des commerçants qui ont des faibles revenus. Sur le plan fiscal, pour ceux qui sont à l'IS, une baisse du taux d'IS qui va arriver à 25% en 2022. Alors, beaucoup sont concernés, pour ceux qui sont à l'IS, par le taux à 15%, parce qu'en fait, on a un taux réduit à 15% qui s'applique aux 38 000 premiers euros de bénéfices. Donc, c'est pour ceux qui ont des bénéfices supérieurs. Effectivement, il y a aussi une baisse fiscale. Suppression du forfait social pour ceux qui intéressent leurs salariés dans les TPE-PME. Alors ça a été un peu ambitieux, rééquilibrer les relations entre grands acteurs du commerce numérique et les TPE-PME. Ça a été quand même le vote de la loi de la disposition dite taxe GAFA, qui visait en fait des grands opérateurs qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et au moins 25 millions en France, et qui font concurrence, qui ne payent pas souvent l'impôt qu'ils devraient payer. Et donc, la France... Alors ça, c'est typiquement quelque chose qui doit être porté au niveau européen. Pour que ça marche vraiment, c'est au niveau européen que c'est le plus efficace. Comme ça n'avançait pas suffisamment, on a pris ce risque-là. Ça nous a coûté un peu cher en relations diplomatiques avec Trump, notamment, parce que Trump a tout de suite annoncé des mesures de représailles sur cette disposition-là. Mais il n'empêche que c'est aussi un signal de meilleure justice fiscale et de lutte contre la concurrence avec les grands opérateurs du numérique. Bon, la baisse de la durée des soldes, je pense que ça, moi je ne suis pas spécialiste, mais il semble que c'était une très vieille revendication aussi des commerçants et on est passé de 6 à 4 semaines, c'est opérant depuis cette année. Dernière partie, des mesures très récentes à l'agenda pour soutenir le commerce. Alors, les premières sont importantes, mais ne sont pas les plus importantes à mon sens. Il y a des reports de charges qui ont donc été convertis en exonération de charges pour les entreprises de moins de 10 salariés qui ont subi une fermeture administrative. Le fonds de solidarité a été prolongé jusqu'en juin. Donc ça, c'est dans ce qu'on a voté récemment en juillet en PLFR 3, en projet de loi de finances rectificative. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont été particulièrement impactées par la crise, restauration, hôtellerie, tourisme, événementiel, sport, culture. Et puis, il y avait une condition pour accéder au volet 2, on va dire, du fonds de solidarité, le fonds régional. Il fallait avoir obtenu un refus d'un prêt garanti par l'État. Ce truc-là a disparu. C'était aussi une demande qui a été formulée dans un certain nombre de questionnaires. Alors, pour ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu et qui n'appartiennent pas à un organisme de gestion agréé, alors c'est un peu technique, mais leur base taxable est augmentée de 25%.
Ça, Bruno Le Maire me l'a assuré il y a 3 jours, quand il a présenté le plan de relance. Ça va être, cette majoration de 25% va être supprimée. Et puis, je pense que Catherine y sera sensible, l'encouragement de l'apprentissage et l'emploi des jeunes. Donc là, et ça a été, je me souviens de plusieurs discussions, notamment un traiteur de Fleury-sur-Orne, je ne sais pas si il a pu venir, il disait mais dites-nous vite ce à quoi on va avoir le droit si on recrute un apprenti. Là, jusqu'à 30 ans, recruter un apprenti jusqu'à fin février 2021, l'État va vous donner 8 000 €. Et 8 000 €, ça correspond en fait au coût de votre apprenti pour 1 an. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a vu qu'en 2019, ça avait plutôt bien fonctionné. En tout cas, le nombre d'apprentis avait augmenté de plus 16%. Et on ne veut pas que tout ça soit par terre. Et c'est tellement un mode qui favorise l'insertion professionnelle qu'on a voulu mettre aussi le paquet là-dessus. Dernière ou avant-dernière slide. Non? Ah oui, d'accord. La possibilité pour les collectivités, la possibilité de créer des foncières, avec là des fonds très importants de la Caisse des dépôts et consignations, qui va permettre en fait de créer des entités qui vont racheter des cases vides, qui vont les restructurer, qui vont les fusionner et qui vont les réhabiliter et les relouer à des tarifs plus modérés, avec des subventions d'équilibre de l'État. Ce qui veut dire que mécaniquement, il va y avoir une pression à la baisse sur les loyers. Et Caen a annoncé qu'ils allaient créer une foncière, que je trouve extrêmement intéressant parce que c'est un sujet et qu'il y a effectivement des taux de rentabilité qui sont anormalement élevés dans les loyers commerciaux à Caen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Caen, parce que il y aura tout type de montage avec la Caisse des dépôts. S'il y a des communautés de communes, même de taille plus modeste, ou des départements qui veulent créer une foncière départementale, etc., tout ça, ça sera possible. Et ça devra aller vite. Et on peut aller vite là-dessus. D'ailleurs, le plan de relance, les 100 milliards qui ont été annoncés, ça doit aller vite, si on veut que ça fonctionne. Et ça va être, alors c'est aussi un peu technique, mais il va y avoir une mission relance. Et quand les crédits ne seront pas assez vite consommés, ils seront immédiatement redéployés sur d'autres opérations. Pour pas qu'on ait un bilan dans 5 ans en se disant finalement on n'a dépensé que 25% de ce qu'on avait annoncé, etc. Donc là, ça va être très très suivi. Le maire nous a promis qu'il allait réunir en fait les parties prenantes tous les mois pour un point sur la consommation des crédits et leur redéploiement. La question du développement numérique des petits commerçants. Alors là, le gouvernement nous promet aussi, à travers la Banque des territoires, d'encourager le développement numérique des commerces pour leur permettre soit d'augmenter leur chiffre d'affaires, soit de mieux se faire connaître, d'augmenter la vente à distance ou simplement le click and collect. C'est un volet qui doit être financé aussi dans le plan de relance et dans le projet de loi de finances à venir qu'on va voter en fin d'année. Et puis, dernier point, le moratoire sur les zones commerciales. Alors, Jean Castex a annoncé ça dans son... Vous savez, les premiers ministres, quand ils sont nommés, ils font une déclaration de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale, c'est suivi d'un vote, c'est assez solennel. Et là, Jean Castex annonce ça. Il annonce qu'il va organiser un moratoire sur les projets de zones commerciales. Alors, je vous assure que ça a créé là des lobbying assez hallucinants, assez virulents, on va dire. Et il a fait parvenir un courrier au préfet il y a 10 jours, à tous les préfets de France, en une circulaire les appelant à contrôler davantage les autorisations relatives aux zones commerciales en périphérie des villes, et à davantage faire entendre leur voix et leur opposition dans ce qu'on appelle les commissions nationales d'aménagement commercial, donc à former des recours, en fait. Donc c'est un geste assez fort qui fait écho à une proposition de la Convention citoyenne sur le climat, qui dit ceci: prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines, très consommatrices d'espace,
Chaque année, depuis 2015, il y a 3 millions de mètres carrés en France de nouvelles surfaces commerciales qui émergent. Donc ce n'est pas un petit sujet en termes de consommation de terres agricoles et de concurrence aussi au commerce de centre-ville. Alors la question, une des questions qui fait débat aujourd'hui, moi je ne vais pas trancher du tout cette question-là, c'est que certains disent il faut intégrer dans le moratoire les entrepôts logistiques, type Amazon. Et d'autres disent attention, c'est peut-être une fausse bonne idée, parce que qu'est-ce qui peut se passer, effectivement, c'est que ça soit dévastateur en termes de bilan carbone, parce que du coup, ça va passer par des centres logistiques étrangers avec des camions qui vont davantage finalement polluer les choses. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat qui va être tranché dans peu de temps. Donc il faut là-dessus peut-être plus y travailler. Peut-être que certains parmi vous ont des idées déjà assez claires sur ce sujet-là. Ce n'est pas encore mon cas, mais voilà ce que je voulais vous dire pour restituer cette enquête qui a été assez passionnante, et même sur le plan, on va dire, humain, l'été c'est plus favorable pour prendre le temps de se voir, de discuter, etc. J'ai eu des bons moments. On m'a invité à prendre un café, voilà, j'ai eu des moments de convivialité extrêmement intéressants. Donc là, moi, je reste, c'est un peu ma nature, mais je reste optimiste sur le climat, même si on va avoir forcément des semaines, des mois difficiles là. Mais globalement, je crois qu'il ne fallait pas que l'économie se mette en sous-régime durable. C'est hyper dangereux, c'était dangereux pour tout le monde. C'était dangereux pour les ménages, c'était dangereux pour les entreprises, pour les commerçants. C'était même dangereux pour les finances publiques. Parce que quand une économie s'installe dans un sous-régime, finalement, il n'y a plus de ressources suffisantes pour ensuite aller payer les hôpitaux, mieux rémunérer certaines catégories, construire des écoles et j'en passe. Enfin, vous voyez la problématique. C'est toute la difficulté en économie. C'est jusqu'où on va là dans l'endettement public pour permettre en fait à une économie, à travers son activité, à travers son taux de croissance, de ne pas se mettre en difficulté. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Je suis à votre disposition, mon équipe aussi. S'il y a des situations même dans le futur, individuelles, compliquées, techniques, moi je n'ai pas la réponse immédiate bien sûr à tout, parce qu'il y a vraiment des choses très techniques. Mais là, nous, on est là aussi pour remonter les choses ou faire des investigations particulières pour vous aider à répondre le plus précisément possible à vos questionnements. Voilà, j'ai combien de temps ? 42 minutes. Bon, je voulais faire un peu moins, désolé, mais merci beaucoup.